Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'une petite glande en forme de papillon qui est située à la base du cou. Alors, elle est toute discrète, mais elle est essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. Alors, vous l'avez deviné, il s'agit de la thyroïde. Comment savoir si elle dysfonctionne, comment savoir si elle est en bonne santé et surtout comment la prendre en charge en cas de dysfonctionnement. On vous dit tout sur le plateau de La Santé d'abord. Si notre corps était un orchestre symphonique, eh bien, la thyroïde en serait le chef d'orchestre et nos organes, les musiciens, parce que les hormones qu'elle sécrète vont effectivement donner le tempo à tout notre organisme. Si vous manquez d'hormones thyroïdiennes, par exemple, eh bien, vous allez fonctionner au ralenti. Et à l'inverse, si vous en sécrétez trop, ce qui est plus rare, eh bien, vous aurez l'impression de vivre tout en accéléré et ce n'est pas très agréable non plus. Alors, ces dérèglements sont malheureusement de plus en plus fréquents et ne relèvent pas toujours de pathologies. Le stress, mais aussi certains changements hormonaux, notamment chez les femmes, ou encore de simples carences en vitamines et en minéraux, peuvent nuire à son bon fonctionnement. Pour nous parler de cette petite glande et de ses caprices, parce qu'elle est très capricieuse, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes du sujet qui en ont maté plus d'une de thyroïde. Julien Puchois, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste spécialisé en médecine fonctionnelle et nutritionnelle et vous exercez à Lille. Tout à fait. Merci d'être venu nous voir pour l'invitation. Le plateau de La Santé C'est un plaisir. d'abord. Bruno Méret, ravi de vous retrouver. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu nous voir, donc merci d'avoir refait le déplacement. Vous venez du Sud. Vous êtes ingénieur en biochimie, consultant en micronutrition et auteur de Défendez-vous aux éditions Solar et maîtrisez votre protocole santé aux éditions Résurgence. C'est le premier guide qui existe sur toutes les analyses nutritionnelles et fonctionnelles que l'on peut réaliser pour prendre sa santé en main de façon la plus personnalisée possible. Et vous nous direz notamment quelles sont les analyses que vous conseillez en cas de problème de thyroïde. Alors, les Français et la thyroïde, que savent-ils sur cette glande tellement importante pour le bon fonctionnement de notre organisme? C'est un sujet de Damien Desmier. La thyroïde, il me semble que ça sert à gérer les hormones un peu, en partie, certaines hormones dans le corps. C'est une glande qui se situe au niveau de la gorge et qui est responsable de générer plein de fonctions vitales grâce à l'iode et ça régule tout, genre les battements du cœur, la transpiration, les mouvements du transit, ça régule plein de choses. La thyroïde? Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui, enfin, je sais que ça a un rapport avec le fait de maigrir, de grossir, mais je ne sais pas ce que c'est en profondeur. Alors, où est-ce qu'elle se situe? Dans la gorge, elle se situe au niveau de la gorge, ici, au niveau des cordes vocales. Par là, bon, il me semble. Je crois que c'est dans le cou. Oula, alors là, la taille de la thyroïde, j'en ai aucune idée. Petite, je sais pas. Oh, c'est petit, ça. Quelques centimètres? C'est quelques centimètres, hein. Franchement, c'est pas grand. Ah, je sais pas à quoi ça sert. Ok. Oui, la thyroïde sert à régler les hormones, je pense. Il me semble qu'il y a un cancer de la thyroïde. Alors moi j'ai été atteinte d'hyperthyroïdie parce que j'ai pris un autre traitement médicamenteux dont l'effet secondaire c'est l'hyperthyroïdie. On peut vivre sans thyroïde. Oui, je crois qu'on peut. Si on a une tumeur, on peut l'enlever. Si la thyroïde elle est là, je pense pas qu'on peut vivre sans. Vu qu'il existe des traitements hormonaux à s'injecter, je pense que oui, je sais pas, j'imagine. Oui, il faut juste prendre du Levothyrox. Il y a le nom de médecin. J'adore. Il y en a qui en savent plus que d'autres quand même. Il y en a, on sent qu'ils sont un peu perdus. Oui, les hommes en général, la thyroïde, ça leur parle pas beaucoup. Les femmes un peu plus parce qu'effectivement, il y en a une qui le dit très bien. On peut avoir des problèmes de poids, on prend, on perd. Alors, on va peut-être commencer par un peu de physiopathologie. Donc, la glande thyroïde, effectivement, ça se situe bien au niveau du cou et ça ressemble à un petit papillon. Et on peut la sentir quand on la palpe, docteur Puchois. Oui, tout à fait. Tout à fait, on se positionne derrière le patient et c'est facilement accessible. Alors, c'est une petite glande, elle est toute petite. Enfin, rappelez-nous ses dimensions à peu près. Bon, elle fait à peu près, on va dire. Alors, les dimensions précises, je ne les ai pas en tête, mais on dirait que c'est un tout petit abricot, quoi, au niveau de la taille, quoi. Voilà, pour qu'on ait un peu une idée, sous la pomme d'Adam. Ça fait beaucoup de fruits, tout ça. Et donc, elle va sécréter. Oui, c'est plus sympa de l'avoir comme un fruit qu'autre chose, un petit abricot. Ouais. Et donc, elle va sécréter des hormones thyroïdiennes. Oui, elle sécrète deux hormones principalement, qu'on appelle la
T4 et la T3, bon, surtout de la T4. Elle est sous l'influence, comme on montre dans le schéma, d'une hormone qui est sécrétée au niveau de l'hypophyse, qui s'appelle la TSH. Voilà, c'est elle qui va ordonner, entre guillemets, à la thyroïde de fabriquer ces hormones. C'est-à-dire quand on manque d'hormones thyroïdiennes, notamment de T4, du coup, cette TSH va venir stimuler la glande thyroïdienne en disant il y a un effet de rétrocontrôle. En fait. C'est ça, c'est une donneuse d'ordre. Elle lui dit, écoute, le corps manque un peu d'hormones thyroïdiennes, fabrique-en. Voilà. Ouais. Et les gars, il faut se mettre au boulot là. C'est ça. Et cette T4, donc vous le disiez, ça c'est la forme majoritaire, mais c'est une forme qui n'est pas active. Hein. C'est ça. En fait, il y a donc 2 hormones. La thyroïde, elle fabrique essentiellement de la T4, mais après, cette T4 doit être, on dit dans le jargon, un peu convertie en T3, qui est l'hormone qui, effectivement, va agir dans l'organisme et va être responsable de tous les effets attribuables aux hormones thyroïdiennes. Voilà. Parce qu'il y a des récepteurs, en fait, à la T3, mais pas à la T4. Enfin, en tout cas, c'est pas connu aujourd'hui. Alors, on l'a dit, la thyroïde, c'est le chef d'orchestre de notre corps. Hein, ses rôles sont très nombreux. Qui veut parler tous les rôles de la thyroïde ? Les rôles sont très nombreux parce que, comme tu le disais, il y a des récepteurs partout à la T3, donc ce qui fait que tous les organes finalement ont besoin de T3. Donc les rôles sont vraiment multiples. En général, on dit que c'est vraiment le régulateur du métabolisme basal, donc vraiment ça donne le ton. Donc sinon en hypo, tout le corps fonctionne au ralenti, et sinon en hyper, c'est l'inverse, tout s'emballe. Il faut vraiment retenir ça, c'est assez simple. Voilà. Alors justement, comment savoir si ma thyroïde dysfonctionne ? Quels sont les symptômes caractéristiques d'un manque déjà d'hormones thyroïdiennes ? On parle d'hypothyroïdie, c'est la situation la plus fréquente. Hein. Oui. Tout à fait. Alors, je vais donner les signes les plus spécifiques, comme ça les gens ne vont pas être trop perdus. Au niveau général, moi, ce que je constate quasiment tout le temps, frilosité, extrémité froide, ça c'est vraiment le plus typique. Par rapport au poids, on peut en prendre, mais parfois des gens n'en prennent pas. Donc, c'est pas parce qu'on prend pas de poids qu'on n'est pas hypothyroïdien. Ouais. Et après, on peut même perdre du poids parce que ça va entraîner aussi des problèmes digestifs. Exactement. Donc, en général, on appelle ça la gastroparasie, vraiment la digestion qui est très lente. Les gens prennent des heures pour digérer parfois. La constipation, très fréquent. Et vraiment, après, au niveau de neuropsy, moi, j'aime bien ce sensation de brouillard mental. Les gens le disent, je suis dans le brouillard. Et après, il peut y avoir une certaine anxiété, un moral qu'on appelle up and down. Fluctuant. Voilà, ça, c'est les plus spécifiques. Et à l'inverse, comment on identifie une hyperthyroïdie, alors justement, quand on a trop d'hormones thyroïdiennes ? Alors là, c'est l'inverse, tout s'emballe. Donc on va palpiter, on va être nerveux, on va être anxieux, on va avoir trop chaud, on ne tolère pas le chaud, on transpire beaucoup, et on a une accélération du transit, donc on a des diarrhées. Et on peut être très irritable aussi. Possible aussi. Et insomnie aussi. Et insomnie, exactement. On peut très très mal dormir. L'insomnie, ça peut être aussi l'hypothyroïdie, donc. Oui, ça peut avoir un impact aussi sur le sommeil. Pour moi, doit trancher. Exophtalmie aussi, les yeux. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, les ophtalmos le connaissent bien. Ouais. Dans les bouquins de médecine, c'est souvent rapporté. Alors, quels sont les bilans sanguins à réaliser justement pour confirmer le diagnostic d'un dysfonctionnement thyroïdien ? C'est vrai que l'HAS recommande en dosage initial la fameuse TSH dont on parlait tout à l'heure, hein, donc l'hormone qui va stimuler la glande thyroïde pour produire les hormones thyroïdiennes. Comment interpréter ce taux de TSH ? La TSH, c'est bien, mais je dis toujours à mes patients, moi je soigne des patients et pas des chiffres, et donc au-delà de la TSH, je questionne toujours mon patient, et c'est d'ailleurs pour moi l'interrogatoire qui permet vraiment de se dire est-ce qu'il est ou pas en hypothyroïdie. Par contre, j'aime bien utiliser parfois la T4 et la T3 sanguine pour m'orienter, et parfois aussi la T3 urinaire, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but, mais c'est des analyses qui peuvent être faites en complément. D'accord, juste par la TSH, mais déjà, en gros, si par exemple on a une TSH augmentée, il n'y a aucun doute. Mais quand on dit augmenter, parce que c'est vrai que les normes sont très larges. Hein, ça va de 0,4 à 4, comme si vous prenez quelqu'un entre 40 kg et 400 kg. C'est l'exemple que oui, donc du coup, c'est à partir de quand on peut se dire qu'il y a peut-être un petit souci, sans que ce soit forcément pathologique, mais en tout cas, il y a un petit dérèglement. Alors je pense qu'on est d'accord, nous en santé fonctionnelle, on va dire au-dessus de 1,5 voire 2, on considère que c'est déjà un peu louche, entre guillemets. Associé à la clinique. Associé à la clinique, bien sûr. Évidemment. On peut se dire, attention, il peut y avoir... Mais l'HAS, on va dire que c'est plutôt une TSH supérieure à 10, que là, on commence à s'inquiéter, on est d'accord. C'est ça, exactement. Vous commencez à vous inquiéter on est très, très loin. Parce que vous faites de la médecine préventive. C'est ça. OK, alors, il y a certains cas où la TSH peut être dans les normes, on l'a vu qu'elles étaient très larges, alors que le patient présente de nombreux signes d'hypothyroïdie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Parce qu'encore une fois, on l'a dit, on soigne un patient et non un bilan sanguin. Alors, on écoute son patient. Et puis, comme je vous l'ai dit, on peut faire la T4 libre et la T3 libre, qui d'ailleurs très souvent sont encore une fois dans les normes du labo,
Mais nous, on a des normes, on va dire, un peu plus exigeantes en médecine fonctionnelle. Les normes santé. Exactement, ce qu'on appelle les normes santé. Parce que juste rappeler que les normes de laboratoire, en fait, c'est les statistiques tout à fait. du laboratoire. C'est-à-dire en fonction des taux des patients qui sont allés se faire prélever dans ce laboratoire. Donc, ce n'est pas forcément des normes santé. Hein. Oui, c'est ça. Il y a des normes statistiques et les normes santé émanent des études où on a mis en évidence que à certaines valeurs, eh bien, les gens étaient mieux, quoi. Donc, plus se fier sur ces normes-là que sur les normes statistiques d'un labo, c'est sûr. Alors, on peut aussi compléter ce bilan sanguin par une échographie de la thyroïde pour notamment détecter et surveiller d'éventuels nodules qu'on ne sentira pas forcément à la palpation, parce qu'il y en a des tout petits. Et notre journaliste Cédric Manet s'est invité dans le service du docteur Grégory Maton, radiologue à la clinique mutualiste de l'Estuaire à Saint-Nazaire. Grâce à une échographie, le docteur Grégory Maton va observer l'évolution de la thyroïde d'une patiente. Alors, c'est le contrôle d'un goitre, c'est ça? Oui. Vous avez déjà fait une échographie ou pas? Ah oui. Donc, l'échographie permet d'être un peu plus précis que l'examen clinique, qui va être juste la palpation, parce que ça va avoir beaucoup plus en profondeur, alors que la palpation va juste voir s'il y a une masse et si on palpe quelque chose. Donc, les petites masses, par exemple, ne vont pas être senties forcément cliniquement, alors qu'on va pouvoir détecter des petits nodules. Pour cette patiente, ce contrôle est devenu habituel. On contrôle tous les 3-4 ans pour voir si jamais il n'y a pas... il n'y a pas un kyste qui dégénère, quoi. Le protocole est assez simple. Alors là, je promène une sonde en fait sur la peau qui va permettre, grâce à des ultrasons, un peu comme un radar, d'explorer la glande thyroïde. Ça nous permet donc de voir sa dimension, bien sûr, les éventuels nodules et puis les caractéristiques de chacun d'eux. Donc ici, on a une grosse formation kystique avec des images colloïdes. Donc c'est des petits échos à l'intérieur comme des étoiles et des traînées un petit peu d'étoiles. Donc c'est du liquide, plus ou moins épais, mais en tout cas c'est une structure kystique bénigne. À l'issue de l'échographie, on va pouvoir classer les résultats en 5 catégories qui vont évidemment de 1 à 5, 5 étant le risque de cancer le plus important. Et là-dessus, ça nous permettra, selon la taille du nodule et selon sa classification, d'orienter, d'organiser le suivi ou l'orientation vers une cytoponction ou directement vers une chirurgie, mais plus rarement. Bon alors, heureusement, dans la plupart des cas, dans 95% des cas, ces nodules sont bénins, donc on n'y touche pas, on les surveille. Mais est-ce qu'ils peuvent quand même avoir un impact sur le fonctionnement de la thyroïde ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, la thyroïde est un peu un espèce de carrefour quand même au niveau du cou. Et donc parfois, si les nodules sont certes bénins, mais compressifs sur certaines structures, qu'elles soient vasculaires ou nerveuses, on peut parfois avoir recours à l'exérèse de ces nodules. Oui, parce ça peut gêner pour la déglutition, oui, ou des gens pour qui ont des problèmes de voix, etc. Tout à fait, de sensation de compression. Donc là, éventuellement, on peut y toucher. Alors, comment prendre soin de notre thyroïde? Comment optimiser son fonctionnement? Parce que c'est un organe très fragile, on l'a dit, et surtout très dépendant de notre assiette, Bruno. Plein de choses, en effet, qu'on peut optimiser. Ce que j'appelle, moi, l'environnement micronutritionnel de la thyroïde. C'est vraiment magique à quel point la thyroïde est dépendante de beaucoup de micronutriments dont on va parler tout de suite. À commencer par l'iode. Ça, tout le monde le sait, on l'a vu dans le reportage. Ouais, ça, c'est assez connu, d'ailleurs, parce qu'on est tous carencés en iode. Tous. Alors là, je peux le confirmer, 100% des analyses d'iode sont, s'il n'y a pas de supplémentation, s'il n'y a pas de consommation importante d'algues ou autre régime un peu atypique, carence en iode, 100%. Alors, déficit ou carence. La carence, c'est quand même profond, mais au moins un déficit, quoi. Alors, quel est le meilleur examen, justement, pour détecter une éventuelle carence en iode? Alors, on fait un dosage urinaire de l'iode sur 24 heures, ou l'échantillon du matin peut suffire aussi. Donc, mais c'est plus fiable sur les urines de 24 heures. Ah oui, c'est plus fiable sur les urines de 24 heures, oui. Bon, alors quand est-ce qu'il faut supplémenter? À quelle dose? Est-ce qu'il y a des risques d'un excès d'iode? Vaste débat. Quand est-ce qu'il faut supplémenter en fonction de ce que je viens de dire? Je pose la question, je vous laisse répondre. En fonction de ce que je viens de dire, on peut dire que quasiment tout le monde peut supplémenter. Donc 150 microgrammes à minima par jour. Et il n'y a pas de risque? Non, il n'y a pas de risque. Non, de bloquer surtout avec cette dose-là, il n'y a vraiment aucun risque. Ouais. Mais ça va dépendre de tellement de choses, évidemment, de l'environnement dans lequel la personne vit, si elle est quand même plus proche de la mer, de son assiette, de pas mal de choses. On pourra se supplémenter, mais... Parce que l'iode, on va le trouver, vous l'avez dit, dans les algues. On le trouve dans quel aliment, sinon aussi? Globalement, les produits de la mer, on va retenir ça de manière assez simple. Quand on mange du poisson, par exemple, on va avoir une quantité d'iode quand même. Proportionnellement aux algues, les algues, c'est vraiment faramineux, quoi. Oui, mais dans les algues, il y a des métaux lourds. Il y a des métaux lourds. On ne sait plus trop quoi manger. Ça devient très compliqué de se nourrir aujourd'hui. Donc c'est plus simple de se
complémenter, en tout cas de se faire accompagner pour pas non plus être en excès d'iode. Il n'y a pas beaucoup de risques quand même. Il y a peu de risques. Non, on est plutôt de chance en déficit qu'en excès. Ouais. Donc il faut aussi du fer. Hein. Et là encore, les carences sont très fréquentes, surtout chez les femmes qui ont des règles abondantes ou qui mangent peu de viande ou qui ont les deux aussi. Comment savoir si je suis carencée en fer et quels sont les signes cliniques caractéristiques? Alors au niveau des signes, le plus constant, je dirais, c'est la fatigue. Après, on peut avoir une pâleur de la peau, surtout si on est anémié. On peut avoir aussi un essoufflement. On peut avoir la fameuse perte de cheveux. On parle souvent du fer. Et on peut aussi avoir des palpitations. Et au niveau du bilan, faire très attention, parce que certains ne font que la ferritine, et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé normalement en pratique. Sauf que la ferritine peut être faussée. Si on a une inflammation, la ferritine augmente. Et donc, on se dit, c'est bon, tout va bien, on a assez de fer. Mais si on vérifie les autres marqueurs, comme le fer sérique, etc. Ou le coefficient de saturation, très important. On se rend compte que c'est abaissé. Et donc, on peut finalement... passer à côté d'une carence en fer. Parce que la ferritine, c'est la forme de réserve du fer. Exactement. Il faudrait qu'on fasse une émission spéciale sur le fer. L'organisme est capable d'ouvrir et de fermer les portes. Enfin, c'est assez complexe, donc on ne peut pas juste dire la ferritine et on ferme. D'accord. Quelles sont les autres causes possibles d'une carence en fer? En dehors de règles très abondantes, notamment une consommation pas assez importante de viande rouge? Alors, on peut avoir des malabsorptions digestives, comme par exemple des gens qui ont maladie de Crohn, rectocolite, la fameuse maladie cœliaque. Attention aux parasites, c'est assez fréquent, même en France. Et les parasites, du coup, consomment du fer, donc on ne l'absorbe pas. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Non, on peut avoir des saignements, que ce soit objectivables ou saignements occultes. Par certains médicaments, les fameux anti-inflammatoires, et alors ça, c'est quand même facilement consommé. Et je pense que c'est déjà pas mal de causes. On peut aussi avoir des polypes qui saignent aussi au niveau digestif. Ça, c'est occulte. Ouais. Et après, on peut avoir une compétition. Donc ça aussi, faire attention. On peut rentrer en compétition si en même temps on prend du zinc, par exemple, ou du calcium. Alors justement, le zinc, ça c'est un élément aussi important pour notre... Je me permets juste de revenir sur les taux de ferritine qui sont apparus à l'écran. Oui. C'était 20 nanogrammes, franchement on est mal déjà, hein. La thyroïde elle n'est pas bien. Donc c'est typiquement des normes très larges. Il faut être entre 50 à 70. Ouais. Ça c'est les normes santé. Là encore c'était des normes laboratoires, mais effectivement quand on est en dessous de 50, on peut se dire... à 20 là déjà la thyroïde elle n'est pas... Elle va pas très bien. Ouais. Elle n'a pas assez de fer, pas assez d'iode, donc on a du mal à fabriquer ces hormones. D'ailleurs souvent les gens... On pense anémie et carence en fer, en effet, mais souvent la fatigue peut venir aussi du fait qu'on n'a pas assez de fer et que la thyroïde ne fonctionne pas bien. Et alors qu'on n'est pas anémié, c'est des choses différentes. Souvent les gens mélangent les deux. Une hypothyroïdie, ça provoque de la fatigue, surtout une fatigue matinale. Hein. Tout à fait. Le zinc aussi joue un rôle important, on en parlait, dans le bon fonctionnement de la thyroïde. Tout à fait, le zinc, vraiment essentiel aussi, à ne pas hésiter à demander à son médecin parce que c'est remboursé. Ouais. Et on est souvent carencé aussi. Un peu moins fréquent que l'iode, mais quand même, oui. On va dire. Et très important, le sélénium pour cette fameuse conversion des hormones T4, T3. Hein. Tout à fait, oui. Le sélénium aussi, qui est un petit peu qui est moins connu, ça fait partie plus des bilans fonctionnels. Très important. Là, on a des déficits un peu moins profonds quand même, mais c'est toujours intéressant d'essayer d'optimiser le sélénium, en effet, pour une bonne fonction thyroïdienne. Qu'on va trouver, par exemple, dans les fameuses noix du Brésil. C'est ça. Voilà, comment remonter naturellement son sélénium. Mais attention, pas être en surdosage non plus, parce que là, ça peut être toxique. Hein, c'est pro-oxydant en excès. C'est pro-oxydant. Il faut vraiment bien doser et il faut absolument faire un dosage biologique, surtout pas le prendre à l'aveugle. Parce qu'on le trouve dans beaucoup de compléments alimentaires pour les cheveux, la peau, et il faut faire attention. Autre chose aussi qui peut perturber le fonctionnement de la thyroïde, et ça, je sais, Bruno, que c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est les fameux FAS, hein, c'est ça, les substances per- et polyfluoroalkylées. On trouve un peu partout, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les gaz réfrigérants, ça peut... Oui, alors la thyroïde est extrêmement vulnérable à tout ce qu'on appelle les polluants environnementaux. Et en effet, que ce soit les bromures, les retardeurs de flammes, enfin, on pourrait faire la liste, c'est très 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 longue, elle est extrêmement vulnérable à tout ça. En effet, il y a une catégorie de substances qu'on appelle les polluants éternels, les PFAS, des PFOS, qui sont des... On dit PFAS, pardon, moi PFAS, mais PFAS, qui est un petit peu sur le devant de la scène, là, récemment, ils ont été débattus à l'Assemblée, essayer de réguler un petit peu la pollution environnementale de ces composés qui perturbent la thyroïde, voilà, et on peut les doser. Ce qui peut expliquer pourquoi il y a de plus en plus de thyroïde qui dysfonctionne. C'est très troublant. C'est vrai que quand on exerce dans cette thématique de santé fonctionnelle, de micronutrition, on est perturbé à quel point les problèmes thyroïdiens c'est quasiment une consultation sur deux, quoi. C'est énorme. C'est vrai. Plus même, je pense. Ouais.
Oui, Vraiment. juste un ralentissement de la thyroïde sans qu'il y ait forcément de nodule ou une pathologie. On va en parler dans la dernière partie. N'oublions pas le stress aussi. Hein. La thyroïde est très sensible au stress, aux émotions. Hein. Donc là, je vais introduire rapidement les glandes surrénales. Donc vous les connaissez, elles sont juste au-dessus des reins, sous forme d'une noix. Mais elles sont indispensables à la vie. Et en fait, ce sont elles qui fabriquent le fameux cortisol, l'hormone du stress. Et en fait, il y a vraiment un binôme, vraiment thyroïde surrénale. Et en fait, si votre thyroïde ne fonctionne pas bien, ça impacte vos glandes surrénales et vice-versa. Donc le stress, si vous ne le prenez pas en charge dans une hypothyroïdie, ça peut être compliqué aussi. Et attention également, là je pense aux femmes, à tous les changements hormonaux, les périodes à risque, une post-grossesse, la ménopause. Il faut bien surveiller sa thyroïde parce que là aussi, il peut y avoir des dysfonctionnements. Alors une autre cause fréquente d'hypothyroïdie, c'est la maladie auto-immune d'Hashimoto. Alors on commence à en parler beaucoup parce que c'est vrai que dans ce cas-là, c'est votre thyroïde qui est attaquée par des anticorps qui sont fabriqués par notre organisme. Et elle représente aujourd'hui 20% des troubles de la thyroïde. Ça va être des signes d'hypothyroïdie, essentiellement. Globalement, oui, mais après, par moment, de manière transitoire, on peut avoir finalement, quand la glande thyroïde en fait, est attaquée, on peut perdre entre guillemets des morceaux de glande thyroïde. Vous allez avoir plein d'hormones qui vont être libérées dans le sang et parfois, transitoirement, vous avez des symptômes d'hyperthyroïdie. Moi, souvent, quand les gens me disent ça me met un peu la puce à l'oreille. Et puis après, au niveau du diagnostic, on a les fameux anticorps. Et donc, on en a deux, les anticorps anti-TPO et anticorps anti-thyroglobuline. Et on peut utiliser évidemment l'échographie. Il y a certains signes. Oui, c'est un aspect un peu moucheté. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle hétérogène. Ouais. Bon, est-ce que les causes de cette maladie auto-immune ont été identifiées? Parce que on sait qu'en général, les maladies auto-immunes, il y a souvent un lien avec le digestif. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour, en tout cas, empêcher la progression de la maladie? C'est vrai qu'il faut dire aussi une chose, c'est que c'est la pathologie auto-immune la plus fréquente. Donc c'est vraiment très, très présent. Et en effet, il y a des liens bien montrés par des études, de liens entre l'intestin, notamment les problématiques de gluten et les problématiques de ce qu'on appelle la porosité intestinale, c'est un terme un peu barbare. L'intestin grêle est un peu poreux et donc provoque des problématiques inflammatoires avec des répercussions sur la glande thyroïdienne. Voilà, c'est pour schématiser, pour faire très simple. Il faut déjà, avec un bon microbiote qui n'est pas inflammatoire, on peut espérer stabiliser la maladie, en tout cas. Voire la faire régresser, même. On voit très bien les anticorps qui régressent. Donc très important. Il y a plein d'études scientifiques qui le montrent. Et pour ces maladies-là, dans certains cas, il peut y avoir aussi un traitement médicamenteux. Oui, c'est-à-dire on va commencer par la T4. Enfin, la T4, le fameux lévothyrox, L-thyroxine, T-CAPS, etc. Mais ce n'est pas forcément... Pas systématique, non. Tout dépend, encore une fois, des symptômes du patient. Et quand on a une production trop importante d'hormones thyroïdiennes, là encore, il faut rechercher aussi une cause auto-immune, c'est la fameuse maladie de base d'eau. Oui, tout à fait. Donc celle qui donne vraiment l'exophtalmie. Et donc là, c'est toujours la même chose. Symptômes cliniques, échographiques. On peut utiliser parfois la scintigraphie. On voit que la thyroïde capte énormément d'iode. Et on a les anticorps anti-récepteurs à TSH. Et en version courte, c'est les TRAC, TRAK. Et là, on va donner des médicaments là, dans ce cas-là. Oui, là, en général, la thyroïde est beaucoup trop emballée, le corps va beaucoup trop vite. Donc, on a un médicament, en France, qui s'appelle le néomercazole. Et dans certains cas extrêmes, en fonction du contexte, on peut avoir recours à une ablation de la thyroïde, soit chirurgicale ou bien chimique. Et donc là, on utilise de l'iode radioactif. Voilà. Et puis, dans certains cas, je parlais aussi des nodules tout à l'heure. Même s'ils sont bénins dans 95% des cas, ils peuvent se cancériser dans 5% des cas. Et là, on n'a pas d'autre choix non plus que de recourir à la chirurgie pour une ablation partielle ou totale de la thyroïde. C'est ce qu'on appelle une thyroïdectomie. Et je vous propose justement de retourner à la clinique mutualiste de l'Estuaire à Saint-Nazaire. Nous avons suivi le docteur Céline Briand en salle d'opération. C'est un reportage de Cédric Manet. Laurence souffre d'hyperthyroïdie. Au quotidien, elle vit avec de multiples symptômes. Un sentiment de fatigue intense, pas d'appétit, sur la fin de la maladie, une prise de poids, problème de sommeil, beaucoup de spleen, des montagnes russes au niveau psychologique. 2 années de traitement n'ont pas permis d'y remédier. Elle va donc subir une ablation totale de la thyroïde. Le docteur Céline Briand en pratique une 50aine par an. Première étape. C'est juste une ouverture de la peau et puis après on va libérer l'espace pour pouvoir faire l'ablation de la thyroïde. Il y a 2 côtés sur la thyroïde, donc chez cette dame-là on commence par le côté droit parce qu'elle a un nodule de ce côté-là. Mais on enlèvera toute la thyroïde parce qu'elle a un problème d'hyperthyroïdie. L'opération est commune mais pas anodine. Alors quand on fait cette chirurgie-là, il faut faire attention à 2 nerfs qui se passent de chaque côté sous la thyroïde qui servent à la libération des cordes vocales pour parler, respirer, déglutir.
qui sont tout petits, qui font la taille d'un spaghetti, qu'il ne faut pas couper pour ne pas avoir de problème de voix ou de respiration. Et puis 4 petites glandes autour de la thyroïde, grosses comme des grains de riz, qui servent à la régulation du calcium, qu'on laisse aussi en place pour pas que le patient ait après des baisses de calcium. Dernière étape, recoudre et refermer. On essaye de faire une jolie cicatrice pour le patient, c'est-à-dire une cicatrice qui est symétrique, droite, qui sera la plus discrète possible pour le post-opératoire. Dans le cas d'une ablation complète de la thyroïde, un traitement hormonal doit être suivi à vie par le patient. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est une opération très complexe, la thyroïde, parce qu'elle n'est pas très bien placée. Non. Mais on essaye aujourd'hui de limiter les ablations totales quand c'est possible, parce que c'est pas facile de rééquilibrer après. On essaie d'être conservateur parce qu'une fois que vous enlevez la glande thyroïde, eh bien, il n'y a plus de fabrication périphérique de T4 et T3, et donc là, vous êtes sous traitement substitutif à vie. À vie, Ouais. Merci messieurs, c'était passionnant. Un grand merci. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur cette petite glande qui est vraiment, comme on le disait, le chef d'orchestre de tout notre organisme. Donc c'est un organe fragile, je pense qu'on l'a bien compris. Après un gros stress, des bouleversements hormonaux, accouchement, ménopause, attention mesdames, on la surveille, surtout si on a des signes d'hypothyroïdie, le fameux blues du postpartum. Vérifiez bien que ce ne soit pas lié à un problème de thyroïde. Le microbiote joue un rôle important dans le bon fonctionnement de notre thyroïde. Les hypothyroïdies auto-immunes, Hashimoto, on en a parlé, sont vraiment liées à un problème de porosité intestinale. Et attention à ne pas être carencé en fer, en iode et en sélénium, notamment. Un grand merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous retrouve avec grand plaisir très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous et de votre thyroïde aussi. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.